Chapitre 10. Noël, Square Grimaud. Le lundi suivant, James, Zane et Ralph se tenaient dans le couloir devant la salle de classe de la directrice, McGonagall, après un cours de métamorphose avancée, 4e année. Ils attendaient que les derniers élèves s'en aillent. Derrière son bureau, McGonagall rangeait ses affaires. « Entrez, entrez !» dit-elle aux 3 garçons, sans même lever les yeux. À vous voir plantés là, devant la porte, on dirait des vautours. Que puis-je faire pour vous ? Madame la directrice, commença James d'une voix hésitante. Nous sommes venus vous parler du débat de l'autre jour. Vraiment, s'enquit-elle, en fixant James un moment, avant de passer sur son épaule la bandoulière de son sac. Je ne vois pas pourquoi. Plus vite nous oublierons ce fiasco, et mieux ce sera. La directrice avançait déjà vers la porte d'un pas vif. Les 3 garçons se lancèrent à sa poursuite. « Mais personne n'oublie, madame, » dit James très vite. « Les élèves n'ont parlé que de ça, durant tout le week-end. Franchement, ils sont tous très énervés sur le sujet. Dans la cour hier, ça a presque dégénéré, quand Mustrom Bijou a entendu Révis Macmillan traiter Tabitha Corsica de sale menteuse. Et, si le professeur Londubat n'était pas intervenu, Mustrom aurait peut-être tué Révis. Poudlard est une école, monsieur Potter, et dans une école, quelle qu'elle soit, se réunissent des jeunes toujours prompts à s'enflammer. Il est dans la nature des choses qu'il y ait parfois des différends. C'est pourquoi, parmi d'autres raisons, nous employons monsieur Russard. Mais ce n'était pas un simple différend, madame, dit Ralph, alors que la directrice avait déjà atteint le bout du couloir. Ils étaient vraiment enragés, ils savaient à peine ce qu'ils faisaient. Les gens ont vraiment pris cette affaire à cœur. Eh bien, dans ce cas, comme l'a déjà dit monsieur Potter, il est heureux que le professeur Londubat soit intervenu. Mais je ne vois toujours pas quel est le problème. Zane devait presque courir pour rester à la hauteur de la directrice. En fait, madame, nous nous demandions pourquoi vous avez laissé faire, sans intervenir. Je veux dire, vous étiez présente pendant la bataille de Poudlard. Vous savez ce qu'était réellement ce mec, Voldemort. Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit à tout le monde au cours du débat, pour remettre Tabitha à sa place? McGonagall s'arrêta si brusquement que les 3 garçons faillirent se télescoper. « Et que vouliez-vous, au juste, que je fasse ?» dit-elle en baissant la voix et en les scrutant l'un après l'autre d'un regard perçant. La vérité au sujet du Seigneur des Ténèbres et de ses mange-morts est connue de tout le monde magique depuis plus de 30 ans, avant même qu'il n'ait assassiné vos grands-parents, monsieur Potter. Croyez-vous réellement qu'une intervention de ma part, pour répéter une fois de plus ce qui s'est passé, aurait empêché la rébellion qui s'étend, non seulement dans cette école, mais à travers toute la communauté des sorciers? Ses yeux étaient aussi durs que des diamants, et elle les regardait férocement. James réalisa que, en réalité, la directrice était encore plus bouleversée qu'eux-mêmes par ce débat. « En supposant, même, continua la directrice d'une voix lasse, que je convoque Miss Corsica dans mon bureau pour lui interdire de répandre des mensonges et des vérités détournées. Pensez-vous réellement que le mouvement du progrès accepterait pour autant d'abandonner sa propagande ? Combien de temps faudra-t-il à la Gazette du Sorcier pour pondre un article expliquant comment l'administration de Poudlard a choisi de s'allier au département des Aurores pour interdire le libre-échange des idées à l'école ? James était stupéfait. Il avait cru que la directrice avait ses raisons d'autoriser Tabitha à poursuivre ses manœuvres, serait-ce temporairement. Il n'avait jamais envisagé que McGonagall ne pouvait pas interdire, sous peine de rendre les choses encore pires. « Alors que devons-nous faire, madame ?» demanda-t-il. « Nous ?» répéta la directrice, sourcils levés. « Mon cher enfant, je dois admettre que tu m'impressionnes. Malgré ce que tu sembles croire, le futur du monde sorcier ne dépend pas de toi et de tes camarades. » Quand elle vit la grimace que James ne put retenir, elle lui offrit un de ses rares et beaux sourires. Puis elle se pencha pour parler d'un ton presque conspirateur aux 3 garçons. L'ombre du Seigneur des Ténèbres n'est rien pour ceux d'entre nous qui ont dû l'affronter de leur vivant.
Il n'est plus qu'une création manipulée par une petite partie de la population. Aussi contrariante que puisse être cette lubie, elle passera vite. En attendant, je vous suggère de suivre vos cours, de faire votre travail et de continuer à être tous les trois des garçons solides et intelligents. Et si quelqu'un autour de vous s'avise de prétendre que Tom Jedusor était un homme meilleur que Harry Potter, vous avez ma permission et même mon ordre de transformer son jus de citrouille en eau de vaisselle. Elle regarda les trois garçons, le visage sérieux. Vous n'aurez qu'à prétendre que je vous ai demandé de pratiquer ce sortilège particulier. C'est bien compris? Zane et Ralph se regardèrent l'un l'autre, chacun avec le sourire, et James soupira. McGonagall leur adressa un signe de tête avant de se redresser et de continuer son chemin. Au bout de quelques pas, elle s'arrêta et se retourna. « Au fait, les garçons. »« Oui, madame, » répondit Zane le premier. 2 brefs coups de baguette suivis du mot « Nurglamonia ». Insistez bien sur la première et la troisième syllabe. « Oui, madame, » répondit Ralph avec un grand sourire. L'automne avait vécu, l'hiver s'installait, et les vacances de Noël approchaient. Sur le terrain de football, il y avait un épais tapis de feuilles mortes et gelées qui craquait sous les pieds du professeur Curie durant son cours sur les us et coutumes moldues. Le tournoi interclasse, lancé au cours du premier trimestre, se termina par la victoire de l'équipe de James. Et James lui-même marqua le but gagnant, son 3e du jour, contre le Gaul Horace Boulot, un des Gremlins de Serdaigle. L'équipe de James s'agglutina autour de lui, sautant et hurlant comme s'il venait de gagner la coupe des 4 maisons. En fait, cette victoire donna quand même 100 points à Gryffondor, la plus importante récompense qu'un professeur puisse offrir. James fut hissé sur les épaules des autres joueurs qui l'emportèrent jusqu'au château avec autant d'enthousiasme que s'il venait d'étriper un dragon. Les joues empourprées, un grand sourire aux lèvres, James savoura le vent glacé, conscient de vivre un de ses plus beaux jours depuis son arrivée à Poudlard. La routine de l'école, cours magistraux et travail personnel, qui lui avaient paru si intéressantes les premières semaines, était devenue monotone et pesante. Le professeur Jackson ne cessait de leur réclamer des devoirs, et tous les 15 jours, il organisait des interrogations surprises pour toutes ses classes. Zane racontait à James et à Ralph quelques anecdotes comiques sur les confrontations entre le professeur Trelawney et madame Delacroix. Les 2 sorcières partageaient la gestion du club des constellations, dont les réunions étaient dans la nuit du mardi, tout comme les cours de divination. Sur le terrain de Quidditch, James continuait à progresser, aidé aussi bien par Zane que par Ted, et il commençait à croire à ses chances l'an prochain d'être admis dans l'équipe. Il en rêvait parfois, se voyant déjà participer aux essais et faire une prestation si brillante que tout le monde oublierait le désastre de sa première année. De son côté, Zane jouait toujours brillamment chez les Serdaigle. Utilisant au mieux son expérience personnelle chez les Moldus, il avait même inventé une nouvelle figure qu'il appelait la tourtueuse et qui consistait à frapper un soifle en direction de la tribune, le laisser prendre de la vitesse, puis l'attaquer en sens inverse, le renvoyant encore plus vite dans la direction opposée. Grâce à cette manœuvre inédite, 2 joueurs de l'équipe adverse étaient tombés de leur balai. Bien entendu, Zane s'était ensuite excusé, en de multiples occasions, en leur rendant visite à l'infirmerie. Pour Ralph, la vie chez les Serpentards avait été plutôt difficile après le débat. Tabitha ne lui adressait plus la parole. Elle ne lui fit donc aucun reproche, tant sur sa désertion le soir fatidique que sur sa démission des réunions du mouvement du progrès. D'après Zane, elle avait compris que Ralph ne lui serait plus d'aucune utilité, maintenant qu'il était redevenu ami avec James. Peu à peu, les autres Serpentards laissèrent Ralph tranquille. Du moins, il n'eut plus à subir que quelques regards froids ou des remarques sarcastiques dans la salle commune. Puis, curieusement, Ralph se fit des amis parmi les premières et secondes années de Serpentard. Contrairement aux élèves plus âgés, les porteurs de badges, les plus jeunes ne s'intéressaient pas réellement au vaste monde, à la politique et aux nobles causes. Bien sûr, certains de ces élèves avaient des frères ou des sœurs aînés et conservaient une attitude sournoise et sarcastique.
mais d'autres se mirent à apprécier Ralph. En les connaissant mieux, même James dut admettre que l'humour noir avait son charme. Le cours préféré de James, Zane et Ralph était la défense contre les forces du mal. Le professeur Franklin croyait au bénéfice des exercices pratiques, et il agrémentait son cours d'anecdotes intéressantes et authentiques, qui provenaient de sa longue vie aventureuse. James, ce qui ne surprit personne, était réellement doué en défense contre les forces du mal. Il admit avec un sourire gêné que son père lui avait appris de nombreuses techniques défensives. Mais personne, lui y compris, ne voulait affronter Ralph en duel. Lorsque Ralph se défendait, les sortilèges que lançait sa baguette étaient très aléatoires. Au cours de son premier essai, il tenta un simple expelliarmus contre Victoire Wesley. Il brandit sa baguette, un peu trop vite, et un éclair de lumière bleue en surgit, frappant Victoire à la tête. Ses cheveux disparurent dans un nuage de fumée. Elle devint chauve, à part une longue mèche dressée sur sa tête comme une crête. Elle se tâta le crâne à 2 mains, les yeux exorbités, puis poussa un hurlement de rage et chercha à se jeter sur Ralph, qui faisait 2 fois sa taille. Il fallut 3 élèves pour la retenir. En bafouillant des excuses, Ralph recula, sa baguette encore fumante à la main. Une seule fois, au cours d'une soirée dans la salle commune des Serres d'Aigle, quelqu'un eut l'audace de mentionner le débat aux 3 amis. Ils venaient juste de terminer leur travail scolaire quand Gregory Templeton, un garçon trapu de 4e année, s'installa en face d'eux. « Eh » dit-il en regardant l'un après l'autre, Ralph et Zane. « Vous avez tous les deux participé à ce débat, pas vrai ?»« Oui, Gregory » admit Zane en rangeant ses livres dans son sac à dos. D'après le son de sa voix, il était évident qu'il n'aimait pas l'autre garçon. « Et toi ?» insista Gregory en se tournant vers Ralph. « Tu étais dans l'équipe de Corsica ?»« Oui, bafouilla Ralph, mais... » « Tu lui diras de ma part qu'elle a bien raison, » coupa Gregory. « Je viens juste de finir un bouquin qui explique toute l'affaire. Ça s'appelle « Le complot de Dumbledore » et il raconte comment ce vieux fou et Harry Potter ont tout inventé, du début à la fin. Saviez-vous qu'ils avaient même prétendu que Jedusor avait créé des Horcruxes ? Ouais, la nuit même de la mort de Dumbledore. D'ailleurs, beaucoup prétendent que c'est Harry Potter qui l'a tué, une fois qu'il a cru ne plus avoir besoin de lui. Cherchant à contrôler sa colère, James leva calmement les yeux vers Gregory. « Est-ce que tu sais au moins qui je suis ?» Avant que Gregory n'ait pu répondre, Zane regarda fixement le verre que l'autre garçon tenait dans la main. « Hé !» dit-il sur un ton de calme affecté, tout en sortant sa baguette en douce. « Qu'est-ce que tu bois ?» 1 minute plus tard, les 3 garçons se relevèrent d'un bond parce que Gregory vomissait de l'eau de vaisselle sur la table où ils avaient travaillé. « C'était pour m'entraîner !» cria Zane en se baissant pour éviter un coup de poing. « Je te jure, c'est un sortilège que McGonagall nous a donné à apprendre. Pose-lui la question. Je ne savais pas que ton verre se trouverait devant ma baguette. » Les 3 garçons réussirent à s'enfuir de la salle commune, morts de rire, devant le chaos qu'ils avaient provoqué. La veille des vacances, James savourait déjà l'idée de rentrer chez lui. Après le déjeuner, il monta dans sa chambre, dans la tour Gryffondor, pour emballer ses affaires. Quand il jeta un coup d'œil à la fenêtre, il vit un ciel gris et glacé, et évoqua avec un frisson de plaisir anticipé la grande cheminée du 12 square Grimaud et les délicieux chocolats chauds que préparerait Créature. L'elfe y mettait au moins 14 ingrédients différents, et l'un d'eux était réellement du chocolat. « Hé, James !» cria la voix de Ralph en bas des escaliers. « T'es là-haut ?»« Oui, monte !» répondit James. « Merci !» dit Ralph en émergeant des escaliers, un peu haletant. « J'ai rencontré Petra après le déjeuner, et elle m'a dit que tu faisais tes bagages. Tu es prêt à partir, j'imagine ? » « Oui, tout le monde va se réunir chez moi cette année pour Noël. Il y aura mes 2 oncles, George et Ron, mes tantes, Hermione et Fleur, Ted et sa grand-mère, Victoire, et même Luna Lovegood. Tu ne la connais pas, mais tu l'aimerais bien. Pour une adulte, elle est très bizarre. Mais dans le bon sens, la plupart du temps.
Par contre, mes grands-parents Wesley ne seront pas là. Cette année, ils passent Noël à Prague avec Charlie, le frère de ma mère et sa famille. Je crois que Neville, enfin, le professeur Londubat, viendra aussi. » Ralph hocha la tête d'un air sombre. Il examina la malle ouverte de James. « Chouette programme. J'espère que tu t'amuseras bien et que tu passeras un super Noël. » James s'arrêta net et se souvint tout à coup que le père de Ralph aurait un voyage d'affaires durant les vacances, à l'étranger. « Ouais, j'espère. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu iras passer Noël chez tes grands-parents? Ou dans ta famille? » Marmonna Ralph en levant les yeux. « Oh non, je crois que je vais devoir rester à l'école durant les vacances. Zane ne partira que lundi, alors j'aurai au moins un week-end avec lui. Ensuite, je trouverai bien de quoi m'occuper. » Il poussa un gros soupir. « Ralph, » dit James en jetant des chaussettes dépareillées dans sa malle. « Ça te dit de venir avec moi et de passer Noël avec ma famille ?» Ralph tenta de prendre l'air étonné. « Hein? Oh non, non, je n'ai jamais voulu m'imposer comme ça. Vous serez déjà tellement nombreux. Et puis, c'est ta famille et... Non, je peux pas. » James fronça les sourcils. « Ralph, arrête de faire l'idiot. Si tu refuses de venir avec moi pour Noël, je te jette un sortilège avec ta propre baguette en plus. Qu'est-ce que tu en dis? » « Oh, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, » s'exclama Ralph avant de lui adresser un grand sourire heureux. « Tu crois que tes parents ne diront rien? » « Non, et pour t'avouer, avec toute la population qu'il y aura à la maison, je ne suis même pas certain qu'ils te remarqueront. » Ralph leva les yeux au ciel. « Non, je pensais surtout au fait que je suis... Tu sais, pour le débat, je n'étais pas dans la bonne équipe. » « Tu sais, mes parents ont écouté le débat à la radio. »« Oui, justement. Tu n'as pas dit un mot. » Ralph ouvrit la bouche, la referma et réfléchit un moment. Ensuite, il sourit et se laissa tomber de tout son long sur le lit de Ted. « D'accord, tu as raison. Et... tu dis que Victoire sera là aussi? » « Ne te fais pas d'idée à son sujet. Victoire est en partie vélane. Chaque fois qu'un mec s'approche d'elle, à moins de 3 mètres, il reste accro. »« Non, je voulais simplement rattraper le coup, après ce que je lui ai fait au dernier cours de défense contre les forces du mal. » James referma bruyamment sa malle. « Ralph, si tu veux mon avis, ne parle plus de cette histoire. Ce sera plus sain pour toi. » Le lendemain, il y eut peu d'élèves dans la grande salle au moment du petit déjeuner. Le matin même, il avait gelé. Les lugubres formes blanches qui apparaissaient derrière les fenêtres évoquaient des fantômes errants. James et Ralph arrivèrent en même temps et trouvèrent Zane déjà assis à la table des serres d'aigle. « Tu as vraiment du bol, mon pote !» dit Zane d'un ton morose, les 2 mains serrées sur sa tasse de café brûlant. « Je meurs d'envie d'assister à un Noël chez les sorciers. »« Pour te dire la vérité, » dit James en se servant un verre de jus de citrouille, « je doute que la réalité soit à la hauteur de ton imagination. » « Tu as peut-être raison. Mais tu sais, dans les meilleurs moments, ça doit ressembler beaucoup à Halloween. »« Hé, Ralph, » dit James en lui envoyant un coup de coude, « attends un peu d'assister à la parade traditionnelle des ghouls à Noël. Et puis, nous aurons des chauves-souris en sucre candy et du chocolat chaud, servis dans des crânes d'elfes de maison. » Ahuri, Ralph clignait des yeux. Zane leva les siens au plafond. « Ha 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 !» grogna-t-il. « Tu es vraiment hilarant. En fait, non, pas du tout. »« Allez, » dit Ralph, qui avait fini par comprendre la plaisanterie. « Toi aussi, tu passeras un très bon Noël avec ta famille. Au moins, tu pourras revoir tes parents. »« Oui, bien sûr, je vais passer 24 heures dans un avion pour retourner aux States, et ma sœur, Greer, va me casser les pieds sans arrêt pour savoir comment se passe ma vie dans une école magique. Pour le moment, elle est très déçue, parce que la seule façon que j'ai d'utiliser ma baguette est de fracasser quelque chose avec. Tu sais, en première année, nous n'avons pas le droit de pratiquer la magie en dehors de Poudlard, lui rappela Ralph. Zane l'ignora. Pour Noël, nous irons chez mes grands-parents, dans l'Ohio, où je retrouverai tous mes cousins. Vous n'en avez pas idée, mais ce genre de réunion tourne vite à la folie furieuse. James ne put s'empêcher de poser la question. Comment ça? Imaginez une scène traditionnelle de Noël américain, dit Zane en levant les mains, comme pour dessiner le cadre d'un tableau.
On ouvre les cadeaux, on apporte une dinde truffée, et il y a des chants de Noël devant le sapin. D'accord? Ralph et James acquiescèrent, en essayant de ne pas rire, devant l'expression grave du visage de Zane. Bon, continua Zane. Et maintenant, imaginez des pity punks à la place des gens normaux. Ça vous donnera une idée. Cette fois, James éclata de rire, et Ralph, comme d'habitude, écarquilla les yeux. C'est génial! Octa James entre deux rires. Zane finit par sourire malgré lui. Oui, bien sûr, c'est plutôt marrant. Enfin, j'imagine. Toutes ces petites mains griffues qui se jettent sur les cadeaux, arrachent le papier et le lancent en boule partout. La plupart arrivent dans la cheminée, à chaque fois on frôle l'incendie. Ça m'étonne encore que toute la maison n'ait pas cramé. C'est quoi un pity punk? Demanda Ralph, cherchant à suivre. Demande à Hagrid la prochaine fois, dit James qui riait toujours. C'est lui, le professeur des soins en créatures magiques. Tu comprendras. À la fin de la matinée, Ralph et James firent leurs adieux à l'Américain, puis traînèrent leurs deux malles jusque dans la cour. Ted et Victoire y étaient déjà, assis sur leurs bagages, sur la marche supérieure, examinant le paysage étrangement silencieux et figé qui les entourait. Les cheveux de Victoire avaient repoussé, grâce aux soins de Madame Gaze à l'infirmerie, mais ils restaient différents, de couleur et de texture. Et ça se voyait. Pour le cacher, Victoire avait pris l'habitude de porter des chapeaux plutôt originaux. Ce nouveau style lui seyait, mais elle continuait à se plaindre à chaque opportunité. Aujourd'hui, elle portait une toque en hermine, délicieusement inclinée sur l'œil gauche. Elle jeta à Ralph un regard froid en le voyant tirer sa malle pour l'ajouter à la pile agglutinée sur les marches. Quelques minutes plus tard, Hagrid arriva, avec une sorte de diligence. Ralph resta bouche bée en voyant qu'il n'y avait aucun cheval, du moins en apparence, entre les harnais. En temps normal, il faut attendre la rentrée en seconde année pour les découvrir, dit Hagrid en s'approchant du petit groupe. Il leva la main, actionna un levier de frein, puis descendit de son perchoir et commença à entasser les lourdes malles à l'arrière de la diligence comme si elles ne pesaient rien. N'oubliez pas d'être surpris quand vous les reverrez à la rentrée prochaine, d'accord? Oh, Hagrid, remarqua Victoire d'un ton hautain. Si ces affreuses choses ressemblent à ce que m'a décrit Mère, je suis heureuse de ne pas les voir. Elle tendit la main à Ted, qui la prit pour aider Victoire, bien que ce ne soit nullement nécessaire, à monter dans la diligence. Quelques autres élèves partagèrent l'intérieur de la diligence pour le court trajet jusqu'à la gare, et tous partaient aussi pour les vacances. Hagrid accompagna le groupe jusque sur le quai où attendait le train de l'école, le Poudlard Express. Contrairement au jour de la rentrée, il était quasiment vide. Ted, Victoire, James et Ralph trouvèrent un compartiment, puis s'installèrent pour le long trajet. « J'ai ramené des bonbons de mon dernier passage à Préolard », annonça Ted. « D'après ce que j'ai lu, Préolard est un village entièrement sorcier, c'est ça ?» demanda Ralph. « Absolument. Et il y a des boutiques géniales, comme la taverne des Trois Balais ou la confiserie au nez d'Eux. Ils y font les meilleurs nids de cafards du monde. Mais il y a beaucoup d'autres choses à voir. Dommage pour toi, tu n'auras pas le droit d'y aller avant le premier week-end de ta 3e année. » Ralph reprit son air songeur, c'est-à-dire que son front se plissa, tandis qu'il avançait la lèvre inférieure en une moue boudeuse. Tout son visage en était crispé, comme s'il souffrait. Comment font les sorciers pour éviter que les Moldus découvrent un village magique? Il y a bien des routes qui mènent, ou quelque chose de ce genre. C'est une question compliquée, mec, dit Ted qui enleva ses chaussures pour mieux se vautrer sur son siège. Victoire plissa le nez. Je te conseille, monsieur Lupin, d'écarter de moi ces souliers répugnants. Ted l'ignora et étendit ses jambes devant lui, posant ses chaussettes sur le siège d'en face. Durant le premier semestre, j'ai suivi les cours du vieux granit en technomancie avancée et appliquée à la pratique. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'un village magique, du genre de Préolard, n'est pas caché uniquement parce que les Moldus ne peuvent le situer sur une carte. C'est bien plus compliqué que ça. Ça provient du Quantuum. D'ailleurs, si Petra était là, elle t'expliquerait tout ça bien mieux que moi. James en fut intrigué. « Ça veut dire quoi le Quantuum ?» demanda-t-il. Ted haussa les épaules. « C'est une plaisanterie. Quand on ne sait pas, on dit juste Quantuum. » Il poussa un soupir et rassembla ses idées. « D'accord. Alors,
Imaginez qu'il y a des endroits sur la Terre qui ressemblent à des trous noirs, ou comme dans l'espace. Ils sont recouverts d'une sorte de matière plastique. De loin, on ne voit pas la différence, mais il y a quand même une sorte d'élasticité, si tu y mets le doigt. Du coup, si un sorcier qui connaît réellement la théorie du quantum passe par là, il réalisera qu'il y a quelque chose de caché. Et il se dira « Génial, voilà un endroit parfait pour dissimuler un petit village magique. » Tout ce qu'il a à faire ensuite, c'est de pratiquer de la magie franchement démente, mais de portée assez réduite. Ok ? Il a fait quelques trous dans le cache, le modifie par-ci par-là, et le visage existe en réalité dans une autre dimension, sans qu'on puisse le voir à l'endroit où il est censé être. Il est extratemporel, en quelque sorte. Attends un peu, dit Ralph, le front plissé de concentration. Ça veut dire quoi, extratemporel? Laisse tomber, dit Ted en agitant la main. On s'en fiche, c'est du quantum. Et personne n'y comprend rien, à part 2 ou 3 intellos qui ont un super cerveau, comme le professeur Jackson. L'important, c'est qu'il y a des connexions dans l'espace-temps qui peuvent intervenir dans ces trous noirs, de la réalité derrière le cache. Les moldus, par exemple, n'ont aucune chance de voir à travers. Ils ne voient pas la seconde réalité extratemporelle. Pour eux, il n'y a rien. Mais les sorciers, par contre, peuvent suivre le chemin magique que d'autres leur ont tracé, se déplacer dans une autre dimension et voir ce qui s'y trouve, à condition, bien entendu, de savoir quoi chercher. C'est comme ça que sont bâtis les villages sorciers comme Préolard. À t'entendre, ça paraît simple, dit Ralph un peu frustré. Écoute, répondit-elle avec un autre soupir, comme si cette activité mentale l'épuisait. À mon avis, c'est comme les nids de cafards de chez Onedux. Tu n'as pas vraiment besoin de comprendre comment c'est fabriqué. Tu as juste à y goûter. Ralph s'effondra dans son siège. Je ne suis pas certain d'avoir envie de m'y risquer. Mec, si tu veux tout comprendre, tu dois drôlement te compliquer la vie. Ce n'est pas comme ça qu'on s'amuse, pas vrai? Dit-elle en se tournant vers James. Si les moldus ne peuvent pas aller dans un endroit magique, insista James, pourquoi le moldu de l'autre jour a pu entrer au château? Qui? Ah, le mystérieux intrus du match de Quidditch. Ted se rejeta en arrière. Alors la dernière théorie en vogue est que c'était un moldu? James avait oublié que la vérité au sujet de l'intrus n'avait pas été rendue publique, et Neville Londubat, dans le bureau de la directrice, avait évoqué des théories invraisemblables après l'irruption de cet homme au cours du match. Maintenant il s'en souvenait. Ouais, dit-il sur un ton qu'il espérait nonchalant. J'ai entendu dire que c'était peut-être un moldu. C'est pour ça que je me demande comment un moldu peut entrer dans le château, avec tous les sortilèges, et ta théorie, et le quantum. En fait, dit-elle, le nez tourné vers la fenêtre où le jour s'éclaircissait enfin, j'imagine que même un moldu pourrait entrer dans un endroit protégé, s'il est accompagné par un sorcier, ou dirigé par un autre moyen. Ce n'est pas réellement qu'ils ne peuvent pas entrer. C'est juste que, comme leur perception est troublée, ils n'y pensent pas. Ils ne cherchent pas un endroit dont ils ne devinent pas l'existence. Pourtant, en principe, c'est possible. Si un sorcier le conduit, le moldu finira par passer. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il éprouverait. Et puis, James, qui serait assez stupide pour amener un moldu à Poudlard? James haussa les épaules, puis il regarda Ralph. D'après son expression, Ralph pensait la même chose que lui. Il y avait bel et bien quelqu'un à Poudlard qui avait renseigné le moldu. Mais comment et pourquoi, ça restait un mystère. Un jour ou l'autre, James avait bien l'intention d'en découvrir les réponses.